Le chef d'État du bloc de l'Est ont tenu une réunion sur la situation sécuritaire de la RDC à Sharm el-Sheikh en marge de la COP27. La RDC a été représentée par le Premier ministre. Et puis 9 banques installées au Cameroun dans la zone des Kribi, une zone où est installé un port en eau profonde à la base de la création d'un écosystème économique. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point la communauté d'Afrique de l'Est en marge du forum climatique de la COP27. Le chef d'État du bloc de l'Est ont tenu une réunion sur la RDC à Sharm el-Sheikh en Égypte. La RDC a été représentée par le Premier ministre Sama Lukonde. Patrick Ilunga. L'insécurité en République démocratique du Congo empêche toute la région de saisir l'opportunité de prospérer grâce aux initiatives économiques. Nous nous sommes mis d'accord pour harmoniser nos différentes approches et travailler ensemble avec l'Angola pour s'assurer qu'il y a la paix en RDC. C'est la déclaration du président kenyan William Ruto devant ses pairs d'Afrique de l'Est réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte en marge de la COP27. Dans la région d'Afrique de l'Est, les efforts diplomatiques redoublent pour faire échec aux velléités de guerre et ainsi aider le Congo à retrouver la paix. Pour les chefs d'État du bloc de l'Est, les parties prenantes au conflit congolais doivent renouer le dialogue via les initiatives régionales pour que les projets économiques prennent enfin le relais des bruits des bottes. La volonté diplomatique affichée par le dirigeant de la région de l'Est contraste cependant avec la réalité de terrain. Au nord Kivu, les combats ne faiblissent pas entre les FARDC et les rebelles du M23, ce qui braque la RDC sur le Rwanda et met toute la région au bord d'un éventuel chaos. Ce maintenant effectif de centre du bureau de coordination et de suivi de programme sino-congolais né l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés, une structure de la primature. Le directeur du cabinet du Premier ministre Gaspard Ngondankoyi a présidé la cérémonie d'installation de l'équipe de cette agence. Fisto Leko pour les commentaires. C'est un changement profond qui vient de s'opérer avec l'une des structures sous tutelle de la primature. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés APCSC commence à exercer en tant que telle avec une personnalité juridique et une compétence de faire le suivi de tous les partenariats et des collaborations qui lient la RDC et ses partenaires privés. Cette agence est née du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Son nouveau directeur général, Yodi Shembo, a pris possession administrative ainsi que du patrimoine de l'agence auprès du secrétaire général de la primature, en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, qui a exhorté le personnel de la PCSC au travail. Je voudrais exhorter la nouvelle direction de l'agence à pouvoir rester en phase avec ce personnel. À ne pas hésiter d'opérer des réformes s'il le faut, mais à ne pas se précipiter dans des réformes pour essayer d'assurer la continuité du service. Parce que ce qui importe pour le Premier ministre, le gouvernement et le chef de l'État, c'est que cette nouvelle agence puisse assurer un meilleur suivi des conventions de collaboration que notre État a signées avec des partenaires. Gaspard Ngondankoyi a fait savoir qu'il est plus que nécessaire que notre décret soit pris pour élargir la compétence de cette agence, l'amener à faire le suivi même des conventions de la RDC avec ses partenaires publics. Peut-être faudra-t-il obtenir demain la modification du décret, parce qu'on parle là de partenaires privés, mais il faudrait élargir, parce qu'il doit s'agir également des partenaires publics. Dans le cadre notamment du contrat qui nous lie avec la Chine, il s'agit des partenaires publics. Il faut dire que le dirigeant du BCPSC qui coordonnait ce programme sino-congolais de 6 milliards de dollars américains avait remis le patrimoine de la structure samedi à la primature, mettant fin et à ses fonctions et à l'existence du bureau. Et puis l'exploitation des lithium et l'installation de l'usine de fabrication de batteries sont à la fois des questions porteuses d'espoir, mais aussi à la base de plusieurs préoccupations des populations de Tanganyika et Olomami. Les habitants de ces coins veulent l'installation de cette usine dans ces provinces. Leurs élus nationaux ont reçu des explications quant à ces de la ministre d'État du portefeuille Adel Kaïnda.
La RDC est au cœur d'un grand débat mondial concernant la transition énergétique avec les matières premières qu'elle possède, notamment le lithium et le cobalt. En interne, plusieurs questions se posent autour de l'exploitation de lithium, mais aussi de l'installation de l'usine de batteries électriques. Reçu par la ministre d'État en charge du portefeuille, le caucus des élus du Tanganyika et ceux de Haut-Lomami a exposé à Adel Kainda les préoccupations de leurs électeurs, notamment sur la nécessité d'installer l'usine de batteries électriques dans l'une de ces provinces, mais aussi sur la part de la co-minière qui représente l'État congolais dans le projet de lithium de Manono. Très réceptive, la ministre du portefeuille a réaffirmé son engagement à œuvrer pour préserver les intérêts de l'État et de la population en ayant un œil regardant sur l'AVZ minérale qui, selon elle, ne respecte pas certaines clauses. Au sortir de l'audience, le caucus s'est dit satisfait des éclairages de la ministre d'État sur différentes questions lui posées. Mais sur la question de l'installation de l'usine, Adel Kainda a promis d'en parler à ses collègues des mines et de l'industrie car cette question relève de leurs compétences. Je suis très ravie que je puisse m'adresser à vous les élus et c'est tous les combats que moi j'ai. Des ONG, c'est parce qu'elles ne veulent pas défendre les intérêts de l'État. Et moi je défends les intérêts de l'État par l'entreprise qui est du portefeuille, la cominière. Nous sommes, comme vous l'avez dit, des élus du Tanganyika et du Haut-Lomami. Il y a une question qui circule sur les lignes, dans le réseau. Cette question porte sur le lithium. Et alors que la population du Tanganyika, la population du Haut-Lomami, se pose la question comment on peut parler du lithium sans qu'elle ne soit informée. La troisième question que nous avons posée, c'est celle de savoir où est-ce qu'on va installer l'usine de fabrication de batteries. Madame nous a répondu à cette question comme elle est transversale. Elle va voir son collègue de l'industrie, son collègue des mines, le chef du gouvernement et même le chef de l'État pour que les cris de la population soient entendus. Concernant les parts dans la joint venture Datcom, une question qui fait couler encre et salive entre AVZ International et Datomir, deux actionnaires dans cette société commune où l'État est représenté par la communière, le ministère du portefeuille a fixé l'opinion. Selon ce ministère, puisque la question a été tranchée en justice, AVZ International a 60% des parts au lieu des 75% comme elle les prétend, Datomir 15% et la communière à 25%, dont 15% ont été cédés à la chinoise Zijin et 5% à MMC. Autre chose à présent, la 6e édition du Salon de la construction et des infrastructures de la République démocratique du Congo, dénommé Expo Béton, se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2022 au Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala. Quelle est la particularité de cette nouvelle édition? Réponse avec Dieudonné Boinali. 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vus par les sénateurs. Tel est le thème choisi cette année par les organisateurs de la 6e édition du Salon de la construction et des infrastructures de la République démocratique du Congo, dénommé Expo Béton, qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2022 au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, en plein cœur de Kinshasa, la capitale. Béton, Salon du développement de ville, a donc son activité en fin de ce mois. Et nous avons saisi l'occasion qui s'est présentée où les sénateurs ont fait un travail durant les vacances parlementaires sur la problématique de Kinshasa. C'est quoi au juste un master plan? Le master plan, c'est un plan clairement défini avec des objectifs spécifiques pouvant amener à la transformation d'une ville. Parce que nous n'allons pas nous voiler la face. Kinshasa, c'est une ville à refaire, un esprit urbain à reconstruire. Quelle est la particularité de l'édition 2022? Nous invitons encore tous les exposants qui nous accompagnent d'être là avec les solutions des matériaux, avec les solutions des travaux de construction qu'ils offrent et l'environnement aussi, on va en parler, de la santé, l'éducation, etc. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que le Parlement, le Sénat, s'approprie de ces questions pour qu'elles deviennent opposables, contraignantes envers les décideurs, mais aussi envers les citoyens qui doivent savoir quelle est la finalité de ce que nous sommes en train de concevoir et qu'est-ce que nous voulons faire de notre ville Kinshasa pour qu'elle soit habitable, agréable et saine à vivre.
Et puis le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manara Ilinga, a clôturé à Kinshasa la formation des formateurs du niveau 1 sur l'opération de la révision du fichier électoral. Vodi Kengi pour le détail. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés pendant une semaine sur toutes les étapes de l'opération de révision du fichier électoral. Ils sont donc prêts à prendre en charge de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République. Intervenant au nom du président Denis Kadima, le deuxième vice-président Didi Manara Linga a rappelé à l'assistance l'objectif principal poursuivi par la CENI. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelles que se dote la CENI, en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. Il s'agit là vraiment des transferts des compétences, et ces compétences sont à la fois techniques, administratives et même morales. J'ai suivi ici que vous étiez tous à temps, et je vous assure que les membres de la plénière que nous sommes très heureux et très contents de l'apprendre. Le deuxième vice-président de la CENI a saisi également cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes au processus. Cette séquence de formation en cascade ira jusqu'à la base, et la CENI, à travers votre plénière, est résolument engagée à respecter, que ce soit aussi sur le plan technique ou sur le plan logistique, pour que ces formations en cascade se passent en toute quiétude. Il a invité toutes les parties prenantes au processus électoral à sensibiliser davantage la population aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui pointent déjà à l'horizon. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national a exprimé sa reconnaissance aux membres du bureau et de la plénière de la CENI pour avoir tout mis en œuvre pour la réussite de ces niveaux 1 de formation, avant de congratuler les participants selon leur catégorie, les facilitateurs procéduriers, le facilitateur informaticien, le superviseur technique et les cadres du cabinet. Parlons sécurité. Dans ce journal, Kwamouth est en train de devenir un épicentre de l'insécurité dans la partie ouest du Congo. Des affrontements armés ont fait 24 morts dans la nuit de lundi. Parmi les morts, on compte de villageois, mais également des assaillants que l'on qualifiait de conflit. Tekeyaka est en train de virer à un drame humanitaire inouï. Patrick Ulunga. Le bilan de l'attaque des assaillants armés lundi au village Boku dans le territoire de Kwamouth s'élève à au moins 24 morts selon la société civile. Ces affrontements armés qui ont débuté vers 3 h du matin ont pris fin dans l'après-midi. Des lourdes pertes en vies humaines ont été enregistrées dans les rangs des assaillants ainsi que des habitants de Boku. Les membres de la société civile dans le Mai-Ndombe réclament le renforcement du dispositif sécuritaire dans la province, mais également dans le Kwilu et le Kwango où la violence commence à s'étendre. Selon certaines sources, depuis le début des violences, 200 personnes ont déjà été tuées. L'insécurité dans le Grand Bandundu est d'autant plus une urgence qu'elle commence à se complexifier alors qu'elle était présentée d'abord comme conflit entre deux communautés. Actuellement, selon les dires des autorités du pays et de la province du Mai-Ndombe, il existe une main noire derrière les violences perpétrées sur les populations civiles. Et même les forces de l'ordre, déployés pour résorber le conflit, sont devenus la cible des assaillants. Flambée des prix de produits de première nécessité à Goma depuis les atrocités du M23 dans le Rutshuru. Selon l'association congolaise des commissaires en douane, 70% de produits consommés à Goma sont importés de l'étranger, essentiellement de Rwanda et l'Ouganda. Une perturbation s'observe depuis ces conflits, influant même la vie socio-économique de la population de cette partie du pays. Et non qu'ici. Depuis l'offensif des rebelles du M23, la route nationale numéro 2 qui traverse la province du Nord Kivu est quasiment coupée. Résultat, le camion de marchandises ne passe presque plus et le ravitaillement de Goma est perturbé. Par ailleurs, quelques produits maraîchers commencent à manquer pour nourrir les habitants de la capitale provinciale, les 15 000 familles déplacées aux portes de la ville. Beaucoup de choses manquent à Goma, des légumes et des haricots. La population se plaint des manques de moyens car ces produits coûteraient actuellement cher.
Ici, au marché de Kituku, on vendait à un prix normal. Mais à cause du déplacement de la population du centre-ville qui vient s'approvisionner ici, l'on commence à vendre un peu plus cher. Ce qui se vendait à 5 000 francs se vend présentement à 15 000 francs. Les fruits et légumes arrivent difficilement jusqu'à Goma et le prix des produits de première nécessité a augmenté depuis 15 jours, explique Delias Matata, président de l'Association congolaise des commissaires en douane, ACCAD. La guerre que nous traversons se situe dans les territoires de Rutshuru, là où la population faisait de l'agriculture et récoltait des produits qui nourrissaient Goma. Aujourd'hui, presque tous les champs sont occupés par le rebelle. Il n'y a donc plus de productions agricoles et Goma est en train d'en souffrir. Deuxième conséquence, le produit à l'importation. Le territoire des Rutshuru à lui seul regorge d'au moins 4 postes frontaliers et tous ces coins-là sont maintenant occupés pour ne pas dire bloqués, a-t-il précisé. Selon cet expert, 70% des produits consommés à Goma sont importés de l'étranger, essentiellement de 2 pays voisins, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Et puis la CICR a annoncé la reprise de ses activités à Djougou dans les territoires de Ituri en 2023 après 21 ans d'absence suite à l'assassinat de ses 6 membres. Le chef des délégations sortant, Marc Soupa, a indiqué que cette reprise est consécutive aux garanties sécuritaires pour l'intervention humanitaire. Suivez. Après 21 ans de la reprise des activités de la CICR à Djougou dans la province de l'Ituri, dû à l'assassinat de ses 6 agents en 2021 suite aux violences armées dans ces coins du pays. Le chef sortant de la sous-délégation de la CICR, Marc Soupa, a annoncé la reprise de ses activités en 2023 dans ce coin du pays. Pour Marc Soupa, bien que l'assassinat de ses 6 employés à Djougou en 2021 a provoqué un traumatisme violent du côté des CICR, cette organisation compte agir aux côtés des communautés pour pallier la souffrance humaine. En avril 2001, 6 employés du CICR, notamment d'une Suissesse, un Colombien et 4 Congolais ont été retrouvés morts à Djougou, à l'époque région déchirée par 2 guerres, l'une entre l'armée et les rebelles et l'autre tribu Lendu et Ema. Ils avaient été retrouvés morts par une patrouille de l'armée ougandaise partie à leur recherche à la demande du CICR qui avait perdu tout contact radio avec ses employés. 21 ans après, le CICR va se redéployer dans une région de Djougou, toujours déchirée par des violences qui ont repris fin 2017 et aujourd'hui orchestrées par plusieurs factions de milices communautaires dont la tristement célèbre Codeco. D'après Marc Soupa, cette reprise d'intervention du CICR est consécutive aux garanties sécuritaires pour l'intervention humanitaire. Mais l'organisation est toujours présente dans d'autres coins de l'Ituri. Place à la page internationale. L'installation d'un port en eau profonde dans la ville de Kribi au sud du Cameroun a créé un écosystème économique. L'attractivité de la zone portuaire a pris de l'envergure sur les entreprises camerounaises et étrangères, principalement les 9 banques installées dans la cité balnéaire. L'installation d'un port en eau profonde dans la ville de Kribi au sud du Cameroun a créé un écosystème économique qui a propulsé l'essor de la région. En 4 années de fonctionnement, le port autonome de Kribi a permis la création de plus de 300 000 emplois directs. Depuis, la ville vit au rythme de son port. Avec un marché camerounais en expansion, Kribi est devenu une plaque tournante du commerce régional. L'attractivité de la zone portuaire a pris de l'envergure pour les entreprises camerounaises et étrangères, principalement les banques installées dans la cité balnéaire, dont le nombre est passé de 3 à 9. La croissance économique induite par le port de Kribi se matérialise également par le développement des infrastructures de communication. Le désenclavement de la zone industrialo-portuaire de Kribi d'un budget de 247 millions de dollars s'est déjà concrétisé par l'inauguration de l'autoroute Kribi-Lolabé d'une longueur de 38,5 km. Le projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle et portuaire de Kribi, lancé au premier trimestre 2022, devrait s'achever en 2027.
Et pour terminer, les populations de par le monde sont frappées par la multiplication des événements climatiques ou catastrophes naturelles comme les inondations, sécheresses et incendies. Un fait majeur marque la COP27 sur les financements de dégâts climatiques dans le pays du Sud. Il est pour la première fois inscrit dans l'agenda de la conférence qui se tient en Égypte autour de près de 200 pays réunis. Edouard Funda. Pour la première fois, le financement des dégâts climatiques dans le pays du Sud ont été mis officiellement à l'agenda de la conférence des parties au climat des Nations Unies. Face à la multiplication des désastres liés au réchauffement, les pays pauvres et vulnérables particulièrement exposés réclamaient depuis longtemps que la question du financement des pertes et dommages qu'ils subissent soit abordée à la COP. Ce 6 novembre, les pays se sont entendus pour mettre pour la première fois ces sujets qui a presque divisé le Nord et le Sud au menu des négociations. Il sera donc débattu officiellement au cours de 2 semaines de conférence. Vagues de chaleur extrêmes en Chine et en Europe, inondations meurtrières au Pakistan, pluies torrentielles à Madagascar, sécheresse persistante en Afrique de l'Est. Les manifestations et les répercussions du changement climatique sont de plus en plus spectaculaires, au point de leur valoir le vocable de véritables chroniques du chaos climatique par le secrétaire général de l'ONU. Lors de sa prise de parole à l'ouverture de la COP27, il faut faire de la COP27 un succès, ouvrir à travers elle un nouvel ère. C'est une nouvelle alerte saisissante pour le monde alors que vient de s'ouvrir la grande messe internationale sur le climat. La température moyenne mondiale cette année devrait être supérieure d'environ 1,15 degrés Celsius à celle de la période pré-industrielle, dopée par des concentrations de gaz à effet de serre qui ont battu de nouveaux records. Ces projections, les premières pour 2022, ont été publiées le 6 novembre par l'Organisation météorologique mondiale dans son rapport sur l'état du climat dans le monde. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Bloc de l'Est ont tenu une réunion sur la situation sécuritaire de la RDC à Sharm el-Sheikh en marge de la COP27. La RDC a été représentée par le Premier ministre. Et puis 9 banques installées au Cameroun dans la zone des Kribi, une zone où est installé un port en eau profonde à la base de la création d'un écosystème économique. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Géopolis Télévision, dans les profondeurs.